podcast de gala, puisque oui, UFC 260 dans la nuit. 3 gars là. Je crois que c'est le bon celui-là. Oh, okay. Mais non, mais c'est celui-là. On est bon. Alors, on peut dire qu'on maîtrise notre matériel. On maîtrise ça à la perfection, donc dans la nuit du 27 au 28. Soit. La nuit du 27 au 28 mars, à partir de 4h du matin sur RMC Sport en France, les prélims sur l'UFC Fight Pass. On a perdu Polydomso. On l'a perdu. Ah, tu savais pas qu'on avait ça, hein. En plus, tu savais vraiment pas. Si, il savait, je crois que j'ai des Francis Ngannou affronte Stipe Miocic, revanche, le 18 janvier 2018, lors de l'UFC 220. Stipe Miocic s'était imposé par décision unanime face à Francis Ngannou. Et donc là, les deux hommes se retrouvent, même en jeu, le titre de l'Américain. Et donc voilà, Francis Ngannou, 4 victoires de suite par KO au premier round. Numéro 1 chez Heavyweight, il en peut plus. Et enfin, Stipe Miocic qui est sorti vainqueur de sa trilogie face à Daniel Cormier. Donc la question finalement, messieurs, c'est... Et c'est pour ça que c'est toujours assez difficile de faire les previews des combats c'est toujours difficile de faire les previews des combats de Francis Ngannou, c'est que tout peut basculer finalement en un seul coup et finalement balayer toutes les analyses. Et là, la question c'est... finalement assez simple, est-ce que Stipe Miocic va réussir à survivre au premier round? Sans transition, Polydomso. Ouais, mais c'était déjà, en fait, malgré la gestion du combat qui avait été vraiment loin d'être optimale par Ngannou sur le premier combat, qui avait vraiment vidé toute sa barre d'énergie sur le premier round, il n'était pas passé loin de terminer Stipe Miocic. C'est-à-dire dans une réalité alternative, le premier round est passé, il a réussi à mettre KO Miocic et il est peut-être champion, tu vois, dans une réalité. Et Ross, t'es champion lightweight, oui. Non mais tout à fait, non mais c'est ça. Et en fait, on a vu le downside, tu vois, de cette stratégie, parce qu'après pendant 4 rounds, il a ramassé parce qu'il avait plus de cardio. La question c'est, est-ce que Stipe Miocic a les réserves, la résistance pour encaisser un nouveau round comme ça, si bien sûr Ngannou rentre dans cette dynamique de je vais essayer de le terminer à tout prix au premier round. Je suis même pas certain que Ngannou reproduise la même stratégie. Parce que depuis, mine de rien, il faut quand même le rappeler. C'est ce qui est intéressant, c'est que je pense que ce combat-là a laissé beaucoup de traces chez Stipe Miocic et chez Francis, parce que c'est vrai que depuis ce combat-là, Stipe immédiatement après, 6 mois plus tard, il était KO contre Daniel Cormier, mais depuis il combat une seule fois par an pour justement avoir le temps de récupérer. Et c'est vrai que tous ces combats contre Daniel Cormier ont été des énormes guerres. Et de son côté, Francis, il y a eu le combat d'après contre Derrick Lewis qui était un non-match tout simplement. Et là, il a repris son run. Et Polydomso le dit avec énormément de justesse à chaque fois. C'est vrai que Francis, on n'a pas énormément appris depuis ce combat contre Stipe Miocic. Il est trop efficace en fait. Il nous donne pas assez d'informations pour tirer des conclusions sur son évolution en tant que combattant. On imagine évidemment qu'après une performance comme celle qu'il a eue contre Stipe Miocic, et que c'était quand même assez pénible sur 4 rounds, à mon avis, ça l'a amené à reconsidérer certaines choses et à s'entraîner de manière différente, mais on n'a pas eu la preuve concrète que ça a porté ses fruits. Parce que pour le moment, ces combats, ils durent moins d'1 minute à chaque fois, et on n'a pas les informations. On peut juste deviner, en fait, s'attendre à ce qu'il ait quand même modifié sa façon de faire. Ouais, parce que s'il y a quand même un truc dont on est sûr malgré tout, c'est que, par exemple, ce que Francis a fait contre Rozenstruik, d'avancer comme ça en mode la charge des Rohirrim et avec des grands mouvements de battoir, etc., ça, il y a quand même fort à parier que Miocic, entre guillemets, aura les bons réflexes, soit de se décaler ou de sortir de la ligne d'attaque, ou en tout cas d'avoir une défense... Tout simplement des mouvements de tête, ce qu'il avait fait sur le premier combat. Ouais, c'est ça, voilà, où il avait évité énormément de dommages avec des mouvements de tête. Donc c'est-à-dire que... Mais c'est vraiment pour moi, c'est l'inconnu, en fait. C'est si Francis arrive avec un game plan où il est plus discipliné, entre guillemets, qu'au premier combat contre Miocic, qu'est-ce que ça peut donner? Sachant que ce qui est bien, entre guillemets, avec Francis Ngannou, c'est que même s'il est très discipliné, même s'il faisait genre que des jabs et des low kicks, de toute façon, comme c'est des knockout punch, même s'il fait pas exprès, de toute façon, il fera tellement mal que je suis juste curieux de voir cette version-là de Francis contre Miocic. Mais oui, parce que on se rappelle du combat contre Junior Dos Santos, il avait commencé avec ses low kicks, on était
Ouais. Tu vois, il y a quelque chose à développer. Moi, il y a une arme que j'aimerais le voir développer contre Stipe Miocic, et je me dis, c'est quand même dingue qu'il ait toujours pas développé ça. C'est des body punch. Parce que je me dis, si on se replace dans la configuration du premier round, si on reprend le premier round et qu'on le sépare du reste du combat, il y a l'agression en fait de Ngannou, elle ne portait pas ses fruits parce que, à la différence de la majorité des poids lourds, Stipe Miocic, il a plutôt une bonne défense. La plupart des poids lourds, ils n'ont pas une très très bonne défense. C'est pour ça qu'il a ancien Golden Glove. Ouais, voilà, et ça se voit, tu vois, il avait des mouvements de tête et c'est très difficile de choper la tête d'un mec qui sait bouger tout simplement sa tête. C'est une cible mouvante, c'est compliqué. Tandis que le corps, quand tu mets la pression, c'est beaucoup plus facile de le toucher. Et c'est vrai que si Ngannou, dès le premier round, il avait commencé à attaquer au corps, je peux vous assurer que des body punch en plus d'Ngannou, à mon avis, ça doit être quelque chose. Et c'est vrai que là, pour le coup, d'une part, t'es sûr t'as plus de chances de toucher ton adversaire. Ça va porter ses fruits sur le reste du combat, c'est-à-dire tu te mets sur un pied d'égalité au niveau du cardio, parce que sinon Stipe Miocic il va prendre de l'avance et toi tu vas galérer après pour terminer le combat. Et en plus de ça, ça te galvanise parce que tu commences à le toucher, ce qui est extrêmement frustrant de pas toucher un adversaire quand t'envoies des battoirs que tu mets toute ta force et que tu le touches pas. Donc je pense que ça c'est un truc, il aurait tort de se priver de cette arme-là dans la perspective d'un combat contre Stipe Miocic. Mais c'est vrai que d'autant plus que tu vois, tu t'évoquais Junior Dos Santos, je me dis ça pourrait être intéressant de voir Ngannou qui fait un peu des directs au corps un peu à la Junior Dos Santos parce qu'il est très long, il est rapide et explosif, il fait mal. C'est vrai que ce genre de mouvement que fait beaucoup de Santos, ça pourrait être quelque chose. Et en plus de ça, vraiment s'il décide de copier sur la copie de Dos Santos, donc des énormes body punch en direct comme ça, et de temps en temps il feinte le body punch pour revenir avec un gros overhand, un truc comme ça. C'est un truc, c'est des armes qui pourraient être intéressantes. Et en plus, c'est pas très difficile à mettre en place. Ouais. C'est-à-dire que on lui demande pas d'apprendre de renouveler complètement son jeu, quoi. C'est juste varier les niveaux dans ton agression, quoi. Et c'est vrai que, comme l'a dit très justement Polydomso, jusqu'à maintenant, Francis n'a pas vraiment eu l'occasion en fait de se servir de ça. Donc c'est vrai que contre Stipe Miocic, c'est là que c'est compliqué aussi, je pense pour lui, c'est de construire quelque part son combat dans l'optique où ça va potentiellement durer. C'est vrai qu'il en a jamais eu besoin pour le moment. Bah ouais, mais parce qu'en fait ça se trouve... Et on le rappelle, le combat contre Derrick Lewis n'existe pas. Parce que... disons qu'en fait, c'est un non-match en fait. Ouais, ça sert à rien en fait ce combat, personne n'en apprend rien. Et il y a quand même quelqu'un qui l'a poussé en 3 rounds. Ouais, non, ce combat-là, c'est une anomalie en fait. Dans le paysage du MMA, c'est probablement le pire combat de l'histoire en poids lourd. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut pas en déduire grand-chose. Mais en fait, je serais tellement curieux de savoir comment est-ce que Francis va aborder le combat en fait. Juste, j'aimerais tellement savoir, avec une petite souris comme ça, savoir s'il se dit, allez, de toute façon, je vais y aller un peu différemment et en faisant un petit peu moins, entre guillemets, n'importe quoi qu'au premier combat. Mais est-ce qu'il se dit, de toute façon, vu que le mec est quand même normalement durable et qu'au niveau du cardio, ça va être compliqué, il sait gérer, entre guillemets, les combats mieux que moi, ce qui factuellement est vrai. Du coup, je serais curieux de me dire est-ce que Francis est en mode, bon, du coup, il faut que je me gère, il faut que je sache que je vais en synchrone, donc... On limite des jabs de temps en temps, des low kicks, vraiment économes. C'est ce qui me fait un peu peur, moi. Ouais, mais alors moi aussi, paradoxalement, alors qu'on pourrait se dire que c'est une bonne stratégie. Ou alors est-ce que justement, il se dit, on va faire la même chose qu'avant, sauf que cette fois-ci, on va y aller en faisant un petit peu moins, parce que bon, Fernand l'a dit, c'était pas du tout le game plan en fait de faire ce qu'il a fait. On va aller un petit peu moins en mode tapis, en mode tapis, cravate sur la tête, et en faisant des trucs un peu plus travaillés entre guillemets quoi. Je suis, mais pour mettre KO au premier round en fait, je suis très curieux de savoir avec quelle mentalité il part. C'est sûr qu'il va devoir mettre en place quelque chose de différent parce que ce qu'il fait habituellement ne fonctionne pas en fait contre Stipe Miocic. Quand même, le jeu principal d'Ngannou, c'est de mettre une pression psychologique, davantage psychologique finalement que concrète, parce que quand il pousse ses adversaires vers la cage, il n'y a pas un travail de feinte, il n'y a pas un travail de jab, il n'y a pas toute une activité qui lui permet de pousser ses adversaires contre la cage. Il leur fait peur, en fait, tout simplement. Et Ngannou ne connaît pas la peur, car il est la peur pour la plupart de ses adversaires. Comme le Rayao, là, en son temps. Non, mais en fait, en réalité, et du coup, en fait, c'est marrant, les deux personnes qui l'ont battu ont eu deux démarches différentes. C'est-à-dire, il y en a un, il n'a rien fait. Mais du coup, les deux n'ont rien fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les adversaires, quand ils se retrouvent dos à la cage,
bah, ils se disent bon, il faut que je fasse quelque chose. Et comme la plupart ne savent pas bouger latéralement, ils n'ont pas un truc à la Eddie Alvarez, tu vois, bah, ils se disent bon, bah, je vais déclencher. Et c'est le moment où ils déclenchent qu'ils se font sanctionner par un contre. C'est quand même marrant, ça fait un peu, tu sais, quelle est la seule défense contre les ours bruns? Ne faites rien. Là, c'est un peu pareil. Mais tu vois, et Derek Lewis s'est dit bah, je vais pas déclencher, tu vas pas déclencher, personne ne déclenche. En gros, c'est ça. Donc bon, c'est un peu nul comme stratégie parce que ça reste un pile ou face. Tu sais pas qui va gagner. Franchement, si Ngannou avait gagné ce combat, ça m'aurait pas choqué non plus, quoi. Honnêtement, c'était un combat tellement pourri que bon, tu vois, c'était Dana White qui avait la meilleure réponse. Elle a dit je sais pas qui a gagné ce combat, mais je sais qui l'a perdu, c'est le public. Ouais, quand Dana White dit ça, c'était quand même assez violent. Mais là où ce qu'avait fait Stipe Miocic, c'était encore plus malin. C'est-à-dire, il avait attendu, et au moment où il avait réussi à vraiment garder son confort, tu vois, à distance, et à savoir que si Ngannou déclenche, bah, il avait la méthode défensive pour s'en sortir. Il avait commencé à désamorcer les contres d'Ngannou avec un travail de feinte. Il y a des gens qui simplifient trop le combat de Stipe Miocic et Ngannou en disant ouais, bah, Stipe Miocic a utilisé la lutte. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Il n'a pas utilisé la lutte à poil, tu vois. Sinon, il se serait fait face planter comme Curtis Blade, quoi. C'est ça. Non, il a travaillé les feintes, le jab, les low kicks, c'est-à-dire il y a plusieurs moments où il feintait du jab. Ngannou reculait pour placer son contre du bras arrière, il prenait un low kick immédiatement sur la jambe qui traînait, la jambe avant. Et à un moment donné, à partir du moment où il avait réussi à installer cette menace dans l'esprit d'Ngannou, bah là il passait directement, c'est là où il faisait ses changements de niveau, et il passait en high crotch grab parce qu'il savait qu'en fait Ngannou savait plus par quelle entrée allait commencer Stipe Miocic, si ça allait être un jab, si ça allait être un low kick ou si ça allait être une entrée en lutte. Et à partir de ce moment-là, c'était un effet boule de neige parce qu'en plus il y avait le cardio qui commençait un peu ça commençait à être difficile. Donc c'était super intelligent de la part de Stipe Miocic de mettre tout ça en place, ce qui fait que je pense que c'est nécessaire si Ngannou veut gagner ce match-là. Il peut pas se dire bon bah c'est pas passé la première fois, ça va peut-être passer la deuxième fois, parce que non, là en fait la réponse elle avait été apportée par Stipe Miocic. Faut qu'il fasse quelque chose de différent. Et moi il y en a des pistes, les low kicks ça peut être très bien. Ouais. Même plus d'activité au global, tu vois, travailler en jab, on sait que... Ouais, les jabs, c'est vrai, mais les low kicks, c'est intéressant parce que c'était une des armes qu'avait montré Junior Dos Santos. Complètement, ouais. Dans son deuxième combat contre Miocic. Calf kick, c'était des calf kicks. Et pourtant, c'était un combat que je pense Junior Dos Santos avait très mal abordé parce qu'il avait les défauts habituels du jeu de Dos Santos. Il avait cédé le centre de l'octogone très facilement, il avait le dos à la cage quasiment pendant tout le combat, mais malgré tout il avait passé quelques calf kicks et on sentait que ça commençait à avoir son petit effet. Et en fait là dans la dynamique du combat Ngannou-Miocic, des low kicks ça pourrait être intéressant parce que les low kicks ça forcerait Miocic à déclencher en haut. Et peut-être pas à développer tout ce jeu de feinte pour désarmer les comptes, c'est juste créer une urgence dans l'esprit de Miocic qui se dit ah putain j'ai pris 2 low kicks là, ça commence à faire mal, il faut que je rentre. Et là à ce moment où il rentre, là t'as tout le jeu de contre justement qui n'a pas fonctionné au premier combat qui fonctionnera peut-être au deuxième combat. Ça, les body punch et les jabs, on en a parlé quoi, mais il faut qu'il y ait quelque chose de différent. Ouais, grave. Bah là, honnêtement, j'y avais pas pensé, mais carrément, enfin, ce serait vraiment ouf de le voir développer ça. Parce que en revanche, il y a énormément de pistes par contre pour Francis. C'est ça qui est assez rassurant par rapport au premier combat. Mais par contre, probablement éviter tout ce qui est type ou front kick, parce que là, je pense qu'il y a des chances qu'il se les fasse choper et t'es à une erreur près de passer 4 minutes à faire la serpillière. Ouais. Du coup, en mode, pour le coup, Cain Velasquez, genre Antonio Silva ou des trucs comme ça. Donc, ouais. Mais ouais, les low kicks pour faire déclencher carrément. Et du côté de Stipe Miocic alors c'est toujours compliqué parce que Stipe Miocic, il a fait plus ou moins le match parfait sur le premier combat. Donc je pense que c'est à la fois un confort psychologique parce qu'il peut se dire je sais ce que Ngannou apporte, j'ai pris les coups, j'ai pris la tempête, j'ai survécu et je sais que passer le premier round. C'est vrai qu'il s'est quand même pris des coups. On n'en parle pas assez de ça, mais c'est vrai qu'il s'est pris aussi des gros coups. Ouais, mais il a ce confort mental de se dire de toute façon, j'ai déjà vécu ça et je sais que passer le premier round, passer les moments d'explosivité, quand le jeu va reprendre un rythme, on va dire normal et pas l'espèce de rythme complètement effréné du premier round, c'est moi qui vais être le maître du rythme et c'est moi qui a le plus d'armes justement pour dicter où le combat va prendre place et c'est là où je serai à mon avantage. Donc c'est un confort psychologique, mais c'est aussi c'est le problème aussi ça crée une forme de conformisme, enfin de stagnation, je pense, parce qu'il va peut-être se dire j'ai rien d'autre à faire que ce que j'ai fait sur le premier combat. Je pense tout de même que Miocic est quand même suffisamment intelligent parce que par exemple il y avait eu cette situation-là dans son deuxième combat contre Daniel Cormier où il avait trouvé la réponse par rapport à ce qu'amenait Daniel Cormier avec son travail de contrôle des mains. Il avait trouvé que les body punch ça passait crème, mais dans le troisième combat du coup
il s'est pas juste appuyé là-dessus. Il a amené autre chose. Il y avait tout ce travail en clinch pour ralentir le rythme de jeu. Et c'est vrai qu'il peut faire ça aussi contre Ngannou. Moi, ça me choquerait pas qu'il le fasse. Ouais. Plus de punch and clutch. Il l'a pas beaucoup fait dans le premier combat. Dans le premier combat, c'était essentiellement un combat qui se passait à distance, sauf quand il voulait déclencher en lutte. C'est ça. Mais là, par exemple, il pourrait contester le centre de l'octogone d'entrée de jeu, ce qu'il n'avait pas fait dans le premier combat. Et à chaque fois qu'il fait une combinaison, essayer de clincher, saloper en fait le travail, quoi, saloper le jeu, quoi. Ouais, pour le coup, là aussi, ce serait très intelligent de sa part. Complètement. Mais de toute façon, tout ce qui permet de rester à distance, de maîtriser la distance contre Ngannou, soit être complètement à l'extérieur, soit être complètement à l'intérieur, et de le crever un peu. C'est préférable. Il ne faut pas se retrouver dans la distance intermédiaire où justement tu es dans la distance de boxe d'Ngannou, parce qu'en fait, Ngannou, quand même, il a le pouvoir de KO. Ça c'est clair, mais il a aussi des mains extrêmement rapides, surtout dans les premiers rounds. Quand il fait ses enchaînements, il peut envoyer 4-5 coups très très vite et très même ses déplacements à la limite. Sans avoir besoin de beaucoup de distance, c'est le percute qu'il met à Cain Velasquez. Je pensais à ça justement, tu vois. C'est un tout petit mouvement, mais c'est... Ouais, t'as l'impression que ses mains, ça traverse en fait, c'est de la pierre. Mais et encore, j'étais en train de me dire, même en étant à longue distance face à Ngannou, c'est peut-être même pas l'option non plus en fait. Parce que c'est vrai que il a des mains rapides et les déplacements qu'il a, mine de rien, sont quand même explosifs aussi. Il est capable de couvrir de la distance quand il le souhaite assez rapidement. Du coup, soit vraiment couvrir la distance et... Ouais. Non, j'ai pas plus à dire en fait, parce que là, franchement, tout ce que tu as mis en place et tout ce dont tu parles, ça me parle complètement. Et moi, la seule vraie question, c'est va-t-il le faire en fait, tout simplement, Francis Ngannou, parce qu'on l'a jamais vu en fait. Et est-ce que sur un combat comme ça, où il y a quand même énormément d'enjeux, parce que quand il y a une revanche contre un champion qui est en place, si Francis venait à perdre, les chances de titre seraient très très compliquées pour la suite. Surtout que maintenant il a 35 ans, 34-35 ans, Francis Ngannou. Sauf si Cyril devient champion par la suite. Sauf s'il y a un nouveau champion, après, bien évidemment. 34-35 ans chez les poids lourds, c'est moins discriminant que quand tu es chez les poids légers. Non, mais après, moi ça me ferait peur, mais ça me ferait plaisir pour Ngannou. Mais il y a aussi un autre facteur qu'il faut prendre en jeu, c'est que combien de guerres il a encore en réservoir, Stipe Miocic. Parce que ça fait quand même pas mal de guerres qu'il enchaîne, même s'il prend des temps de pause maintenant qui sont de plus en plus longs, qui lui permettent de récupérer. Peut-être que là, on est en train de se prendre la tête et peut-être qu'Ngannou, il va juste faire du Ngannou classique et ça suffira parce que les coups qu'il a encaissés, on revient là-dessus, on le redit, Stipe Miocic a pris d'énormes coups sur le premier combat. On a une interprétation faussée de ce combat parce qu'il y a un round qui est très tendu et le reste des rounds qui est plutôt à sens unique. Mais juste début du troisième round. Mais voilà, même durant, il y a certains moments des échanges où il prend des check hooks Stipe Miocic. Heureusement que c'est Stipe Miocic parce que sinon n'importe qui d'autre. Mais qui réagit toujours intelligemment parce qu'au troisième il est justement sonné par un check hook de Francis et directement il change de niveau, il le met au sol. Mais c'est parce qu'il a encore la lucidité à l'époque. Est-ce qu'il l'a aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut prendre des coups d'Ngannou aujourd'hui et pas tomber quoi ? Il y a eu quand même son deuxième combat contre Daniel Cormier. Parce que quand on y pense... Quoi ? Reste, vous allez voir son visage absolument pour le coup là, angélique, mais vraiment... non mais là je profite, là honnêtement je suis... Trouver un ami qui vous regarde comme Ross nous regarde actuellement. Non mais c'est vrai, le combat contre Daniel quand même, moi ce qui m'a impressionné c'est quand même une énorme guerre, peut-être l'une des plus grosses de l'histoire de la catégorie heavyweight, je pense. Et pourtant, dès qu'il voit la faille chez Daniel Cormier, tu vois, il se fraye là-dedans. Donc, je sais pas, tu vois. J'ai du mal à penser que là, ça y est, ça va être terminé pour Stipe. Non, mais c'est une possibilité. Ouais. C'est juste. Et puis même pour Francis, je pense que ce serait pas un service. Enfin, ce serait pas bon pour lui de l'éteindre rapidement. C'est pour ça que je dis c'est pas une bonne nouvelle dans l'absolu parce qu'on apprendra encore une fois rien. Mais c'est le problème de cette catégorie, la catégorie des lourds. Peut-être t'as même pas besoin en fait de t'emmerder comme ça. C'est-à-dire s'il y a personne d'autre, parce que des gens qui ont le profil et l'arsenal complet de Stipe Miocic, il y en a plus beaucoup dans la catégorie. Donc en fait, si Francis Ngannou parvient à terrasser Stipe Miocic, qui serait un Stipe Miocic déclinant, il serait quand même champion et il y aurait peu de gens pour venir l'emmerder en fait. Donc oui, c'est une bonne chose pour Ngannou. Ce serait moins bon pour le niveau des lourds, mais c'est comme ça. C'est quasiment un sport à part entière en fait, la catégorie des lourds. Finalement, la menace psychologique a peut-être même plus d'importance finalement que la technique. C'est-à-dire ce qui va te pousser à commettre une erreur. Même si tu
tu le déclenches pas avec un travail proactif, ouais. bah, c'est peut-être juste ce dont tu as besoin. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais donc voilà. Mais bon, moi je préférais évidemment, parce que je suis un fan de Ngannou et je suis un fan de Miocic, je préférais que Ngannou vienne, tombe sur un Miocic qui est au top et développe une stratégie qui lui permette de répondre à ce qu'a fait Stipe Miocic sur le premier combat. Et qu'il s'impose de cette manière. Et qu'il s'impose de cette manière-là. Là, ce serait bon. Vous serez d'accord que c'est quand même préférable comme ça. Enfin, c'est cette version de l'histoire qu'on a. Enfin, moi, j'ai envie d'être témoin de cette version-là. Mais ce serait terrible pour ses adversaires, parce que là, tu te dis, en plus, le mec sait vraiment gérer un game plan sur plusieurs rounds et tout. Là. Bon courage. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour sur cette revanche. Ouais, absolument. Ouais. Et formidable. Donc rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche du 27 au 28. À partir de 4h du matin, donc ça fait le main event à quoi ? C'est 6h30, 6h30, 7h ? Allez, 6h30 pour le main event. Voilà. Sur RMC Sport, Stipe Miocic, Francis Ngannou, number 2. Les pronostics auront lieu dans un podcast différent. Puisque nous milquons pour les grands événements, bien évidemment. Big shout out à My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le code La Sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code La Sueur. À très très vite pour de nouvelles aventures. Messieurs,